avant de présenter les participants, je vais juste profiter du petit moment d'attente pour rappeler à tous, ou s'il y a des queues, pour ceux qui ne le savent pas, que notre Assemblée Générale a lieu ce samedi à 15 h et que vous êtes tous, bien évidemment, conviés à y participer. Parce que je préfère le dire maintenant, parce qu'après ça se perd dans le brouhaha. Le lieu. Le lieu, c'est comme d'habitude, salle de Wailly, enfin espace de Wailly, dans la salle numéro 1, si j'ai bonne mémoire. Voilà. Alors, donc, nous sommes ravis de présenter, enfin de participer ce soir à cette soirée de, comment dire, sur le théâtre et aussi la littérature prolétarienne. Jean-Louis Estany l'a rappelé tout à l'heure, c'est la 3e pièce sur le sujet qui est présentée ici. Et donc nous avons l'honneur d'avoir pour ce soir, en discussion post-spectacle, Madame Sandrine Giron, qui est la metteur en scène, dites comme ça, ou la metteuse en scène. Voilà, c'est vous que je choisissais. Et puis Monsieur Jean-Luc Martinet, Jean-Marc Bourg nous rejoindra un petit peu plus tard, si j'ai bien compris. Alors, Monsieur Martinet est docteur ès-lettres, il enseigne au lycée Châtelet de Douai, si je ne me trompe, les lettres et les sciences sociales. Il a travaillé sur, il y a plusieurs thèmes de recherche, puisque vous êtes membre du groupe Roman 2050. C'est ça ? Oui, oui. Voilà. Vous êtes aussi membre d'un groupe de recherche de l'Université de Lille, qui s'appelle Analyse littéraire et Histoire de la langue. Et puis vous avez travaillé donc sur la thématique de la littérature prolétarienne. Donc je crois que vous avez travaillé sur Eugène Daby, sur Henri Poulaille, et puis aussi sur le discours sur la dignité humaine, notamment à l'époque de la Renaissance, et donc vous avez publié un ouvrage sur Montaigne et la dignité humaine. Et en préparant cette soirée, j'ai trouvé cette citation de Folke Friedel. Tant qu'il y a des prolétaires, il y a une littérature prolétarienne. Et je voudrais aller un peu plus loin et dire que tant que les gens sont insultés dans leur travail, pendant si longtemps, il doit y avoir des voix qui parlent leur langue et traitent leur cause. Qui nous amène donc au sujet de ce soir, comment la représentation artistique peut-elle rendre leur dignité aux laborieux. Je suis chargé de commencer. Bon, j'avoue que c'est un peu difficile. Ça ne se passe pas comme j'avais prévu parce que le spectacle est extrêmement émouvant. Voilà. Et c'est difficile d'enchaîner presque de manière un peu théorique sur les présentations, ce que je vais faire, je vous rassure. Mais je pense que c'est un point très important que cette émotion provoquée, qui provoque une forme... Je ne sais pas si le mot conviendra, mais d'empathie, en tout cas, ça forme, sinon communion, au moins communauté. Et c'est sans doute là un des points essentiels revendiqués par ce que l'on appelle la littérature prolétarienne, c'est créer un effet de communauté à défaut d'un effet de communion. C'est-à-dire qu'il s'agit de se reconnaître. Voilà. Et c'est pour ça que le travail sur l'image et sur la représentation est extrêmement important. Voilà. Donc ceci pour dire que c'est pas évident. Voilà. Et ensuite, donc, de manière un petit peu sommaire et très rapide, ce qu'on appelle la littérature prolétarienne, qui est complètement oubliée, existe malgré tout, et la programmation de Jean-Louis Estany le montre, avec ce que l'on appelle aujourd'hui une littérature qui va être ou documentaire, ou non-fictionnelle, ou littérature de témoignage. Mais c'est pour dire que c'est pas parce que le mot prolétaire n'a plus cours aujourd'hui, hein, dans la majorité de la société, que c'est pas parce que le mot n'a plus cours que la chose a disparu. Et elle existe d'une autre manière. Voilà. Alors, si on veut parler de l'histoire de la littérature prolétarienne, schématiquement, il faut remonter aux années 30, et la littérature prolétarienne naît avec un écrivain qui s'appelle Henri Poulaille, qui est malheureusement un peu trop oublié hein, aujourd'hui, et qui fonde le Cercle des écrivains prolétariens, donc avec Eugène Daby notamment, dont on a parlé, un autre écrivain qui s'appelle Constant Malvat, par exemple. Et puis, à côté de ça, vous avez ce que l'on appelle la littérature dite communiste. Alors, les prolétariens seraient plutôt du côté de l'anarchisme, hein, d'une certaine manière. Hein. Ils refusent de, même s'ils
se promène avec les communistes, il ne s'engage pas. Hein. Vous avez la littérature communiste qui, elle, est tout à fait différente parce que, enfin, tout à fait différente. On peut être à la fois un ouvrier et écrire, voilà, mais on peut être aussi un intellectuel et écrire. La seule condition, c'est que la représentation que l'on donne de la classe ouvrière doit être conforme à une image de lutte des classes et doit être une espèce d'entraînement à la lutte des classes. Donc il y a un aspect partisan extrêmement important. Et puis il y a une troisième partie, il y a un livre qui a été réédité l'année dernière qui s'appelle La littérature populiste. Hein. Il y a les populistes, la littérature populiste. Alors ce qu'on appelle la littérature populiste, toujours pareil dans les années 30, ce sont deux écrivains qui s'appellent Dérive et Lemonnier, qui sont ce qu'on appellerait des écrivains bourgeois, hein, et qui prolongent en réalité le travail de Zola, mais dont ils auraient enlevé la dimension engagée. Voilà. Donc on représente le peuple, hein, effectivement il y a un souci de représenter le peuple dans sa misère, etc. Mais surtout de la manière la plus neutre et la plus objective possible, en dépassionnant tout ça et surtout pas d'engagement. Donc ça se développe et il y a des espèces de luttes absolument démesurées. Et après-guerre, finalement, la littérature prolétarienne, ce qu'on appelle cette littérature prolétarienne qui refuse l'engagement et qui veut donner la parole aux sans-voix, hein, va disparaître finalement pour tout un tas de raisons. Et c'est plutôt une littérature de PC qui va prendre la main et qui va marginaliser notamment Poulaille, hein, qui finira tout seul dans un appartement oublié, à part par quelques-uns. Après, ce que l'on peut dire aussi, c'est que finalement cette littérature, elle est un peu oubliée parce qu'en France, dans les années 50, on va avoir une recherche extrêmement formelle en littérature qui semble balayer cette préoccupation-là. Bon. Alors si maintenant on pense à aujourd'hui, je vais reprendre la programmation de Jean-Louis Estany, on voit qu'en réalité, on est dans l'héritage de cette littérature prolétarienne qui est complètement oubliée. Alors d'abord avec la pièce de ce soir, parce que ça, c'est le véritable texte prolétarien, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille et qui écrit. Voilà la définition de la littérature prolétarienne. Voilà. Et il s'agit de représenter quelque chose. Hein. Alors, si c'est justement une semaine et une semaine de création, c'est extrêmement important, parce que à l'origine de la dignité humaine, c'est parce qu'on est fait à l'image de Dieu. Or là, c'est un homme qui se crée. Voilà. Et il se crée à sa propre image, avec un risque qui hante finalement l'écrivain prolétarien, c'est de trahir. Se trahir soi-même ou trahir sa classe. Voilà. Ça c'est le grand thème aussi et la grande peur pour ces écrivains-là. Et puis on a les écrivains comme Alexandra Badea avec Pulvérisé, où là on a justement quelqu'un qui ne fait pas partie du milieu, mais qui s'est intéressé à ce milieu et qui va essayer de rendre compte de ce qu'est, alors cette fois, le travail aujourd'hui. Voilà. Et dans son éclatement, hein, qui est mondialisé. Et puis, on a cette troisième forme qui est issue du documentaire, qui sont les Samsonites. Voilà. Où là, c'est la parole des ouvrières, voilà, qui viennent jouer leur rôle, c'est-à-dire faire entendre leur voix, avec l'aide simplement du metteur en scène qui à l'origine est la documentariste. Et dans le documentaire, on voit bien, par exemple, aussi qu'il s'agit là aussi de restituer une dignité, parce que contrairement aux images de télévision, où on passe sur les visages des manifestants, où on cherche l'exceptionnel, on prend le temps de cadrer les visages. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire qu'en réalité, c'est une littérature politique au sens large du terme. Alors, c'est une littérature politique au sens de témoignage, parce qu'il s'agit bien de faire voir les conditions de vie, de montrer ce qui se passe entre la naissance et le tombeau, hein, entre le berceau et le tombeau, et donc de porter un discours, de faire voir ce qu'on ne voit pas, mais c'est en même temps cette littérature-là, et c'est pour ça qu'il faut la relire, et qu'il faut lire les textes contemporains, dont par exemple François Bon, dans Déhou, fait aussi ce travail-là, hein. C'est-à-dire c'est une lutte d'images. Parce que le travailleur, l'individu, va être enfermé dans un discours, dans des schémas qui sont ceux du discours commun,
ou du discours politique, mais au fond, il n'arrive jamais à se présenter tel qu'il est. Alors c'est très intéressant quand on regarde Poulaille à ses débuts, parce que Poulaille donc, a commencé à travailler à 14 ans, puis a commencé à écrire, il a publié des premiers textes, et ils sont très nombreux, les prolétariens dans les années 30 à faire ça, à écrire des contes. Bon, alors évidemment, quand on se dit il écrit des contes, bah, c'est finalement parce que c'est le fond populaire, etc., etc. C'est une manière de reprendre la culture orale, etc., pour finalement montrer qu'on appartient au peuple. Et c'est vrai. Mais quand on lit les contes de Poulaille, on se rend compte qu'en fait, il travaille sur la forme du conte pour introduire la représentation d'une famille qui souffre ou d'un gamin qui est tout seul parce que ses parents sont en train de travailler, voilà, ou de quelqu'un qui revient de la guerre et qui donc ne peut plus travailler, hein, des choses comme ça. Et il introduit des petites variations de manière à ce que le lecteur qui n'est pas habitué à ce qu'est la condition, cette condition sociale-là, puisse avoir des repères, donc le conte, mais en même temps se déplacer par rapport au conte et commencer à voir la réalité. Et que donc, pour qu'on les voie et pour qu'on les entende, il faut travailler sur la forme, il faut travailler sur les discours, il faut bouger les images. Donc c'est aussi une politique qui se porte contre les discours et les représentations qui enferment l'individu. Et la semaine est absolument remarquable pour ça, parce qu'il se confronte à tout le monde. Hein, sa femme, les syndicats, le patron, etc. Et c'est une lutte, hein, vraiment, de chaque instant. Et le moment est très beau, justement, où sa femme le récupère et l'accepte après son errance. Voilà. C'est-à-dire, elle lui rend, hein, ou elle lui donne, finalement, ce qu'il cherche, hein, c'est lui-même, d'une certaine façon. Voilà. Voilà. Donc, voilà comment je présenterai de manière générale les enjeux, hein, de la littérature prolétarienne et qu'il faut absolument poursuivre aujourd'hui, hein, parce qu'elle existe, même si elle n'a pas les mêmes noms, et elle est omniprésente. Alors, il y aurait peut-être, pour finir, juste un dernier point, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui apparaît aujourd'hui, parce qu'il y a un changement de génération aussi, c'est qu'il y a une littérature des fils d'eux. Voilà, fils d'ouvriers, fils de paysans, hein, parce qu'il y a toute une littérature paysanne qui est encore plus occultée, encore plus oubliée. Hein, voilà. Et donc, cette littérature de fils d'eux, c'est essayer de retravailler sur cette mémoire, de redonner cette mémoire. Mais toujours, c'est un travail formel. Et par exemple, si on compare les mises en scène qui ont été faites et les textes qui ont été proposés, on voit bien que c'est aussi des manières de penser le travail qui correspondent à des moments du travail et qui enregistrent aussi les modifications des rapports humains. Voilà. Alors maintenant, je laisse la parole. Moi, j'ai pas grand-chose. Est-ce qu'il y a besoin du micro ou est-ce que vous m'entendez? Ça va? C'est mieux avec le micro. C'est mieux avec le micro. Alors je prends le micro. Moi, j'ai rien à dire en fait, si ce n'est que je suis contente d'être là, mais je ne suis pas du tout spécialiste de la littérature prolétarienne, donc voilà, je suis à l'écoute de vos questions, de vos réactions aussi, par rapport à ce que vous avez vu et entendu. Voilà, j'ai plutôt envie de dire ça, échangeons. Ouais. Vous pouvez nous parler un peu de l'auteur? Assez peu. Folke Friedel donc était ouvrier dans le textile et puis donc suédois. Il est mort dans les années 80 et on imagine que ce texte, on n'imagine pas en fait, c'est sûr que ce texte a été écrit entre les deux guerres, hein, ou après la deuxième guerre, 48. Mais ça c'est la publication, c'est la première publication. Mais il a plus de 40 ans quand il commence à publier, ou même à écrire. Ouais. Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. C'est quelqu'un qui se met à l'écriture assez tard. Assez tardivement, oui. Il a écrit, je sais pas, une dizaine de livres, il me semble, dont 2 seulement sont traduits en français. Donc Une semaine de péché, et puis Village fermé, qui est presque introuvable. On en a encore 4 ou 5 exemplaires là en vente. On a fait une petite bibliothèque, une petite librairie, pardon, qui voyage avec nous, hein, sur la littérature prolétarienne, notamment des
des livres publiés par cet excellent éditeur qui est Plein-Champ. Que dire de plus? Oui, une dizaine de livres à peu près, hein, dont 2 seulement traduits en français. Voilà, je ne vais pas dire grand-chose. Du succès, je veux dire, il a été lu, édité, c'est paru, joué. Joué assez peu. Il me semble, d'après mes sources, que ce Village fermé n'a jamais été mis en scène. Par contre, Une semaine de péché, il y a eu une proposition, a priori très différente de celle-ci. J'en ai vu quelques extraits sur Internet, vers Le Mans. C'était plutôt une proposition qui se faisait dans des bars. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'ils ont gardé du texte, parce que nous, il faut savoir ce que vous avez entendu là. On a gardé, c'est une adaptation, hein, on a fait énormément de coupes, ce qu'on appelle, nous, on a dégraissé en fait le texte pour garder ce qui nous semblait essentiel, et on a dû faire beaucoup de deuil, de petits deuils, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qu'on a dû mettre de côté. Je pense à 2 personnages principalement qui sont, selon moi, importants, qui est le père de Karine, hein, le pêcheur, et puis également la concierge, qui est un personnage important dans tout le roman. Donc là, ce qu'on a gardé, c'est peut-être, je ne sais pas, un 7e, un 8e, un 10e de tout le roman. Donc c'était un gros travail qu'on a fait, Jean-Marc et moi. Donc ce qu'on appelle à table, hein, voilà, où on réfléchissait sur ce qu'on avait envie de garder, ce qu'on avait envie de mettre de côté. C'était la première ce soir ou pas? Non, c'est 26e, 27e, je crois. Le spectacle a été créé en octobre 2016 et a déjà pas mal tourné. Malheureusement, il n'a jamais tourné ou joué dans une usine, par exemple. C'était notre souhait. En fait, donc voilà, maintenant ça y est, je suis partie. En fait, il y a 2 projets autour d'une semaine de péché. Il y a le spectacle, donc cette proposition théâtrale issue d'une adaptation, mais il y a aussi ce que nous on a appelé un feuilleton. C'est-à-dire que, bon, vous avez bien entendu que c'est construit en 7 jours, du dimanche au samedi suivant. Et on a eu l'idée de proposer un feuilleton. C'est-à-dire que ça se passe ainsi, on s'installe sur un territoire, dans un lieu, et, avec une structure culturelle, et on propose chaque jour un épisode de la semaine de péché. C'est-à-dire que le dimanche, on propose l'épisode du dimanche. Le lundi, on propose l'épisode du lundi. Alors, c'est pas du tout sous une version théâtralisée comme celle-ci. On est sous une forme beaucoup plus modeste, très simple. On n'est que Jean-Marc et moi. Jean-Marc est en lecture, mais alors il y a plusieurs avantages à ce feuilleton. Déjà, on propose la version quasi intégrale du roman. Je dis quasi parce qu'on a dû quand même faire des coupes pour que chaque lecture rentre dans un format de 45 minutes, à peu près, chaque jour. Alors c'est très rigolo parce que, en fait, on l'a fait à plusieurs reprises, on a fait plusieurs feuilletons sur des territoires différents, et en fait on a fait beaucoup de lieux, donc à domicile, dans un bar, dans une église, sur un plateau de théâtre, voilà. Alors l'avantage fondamental pour moi, dans ce feuilleton, et vous allez faire, ça va faire écho avec ce dispositif, c'est qu'on est dans un rapport de proximité avec les gens. Et quand moi j'ai découvert ce texte et j'ai eu envie d'aller un peu plus loin sur ce texte que de le lire, donc de le mettre en scène, j'avais envie que ce texte rencontre le public, mais pas du tout dans un rapport frontal habituel au théâtre, mais dans un rapport de proximité. Et dans le feuilleton, il se trouve que quand on est à domicile, il y a une trentaine, quarantaine de personnes, on est tous très serrés parce qu'on est dans des lieux extrêmement petits, enfin voilà, réduits, enfin c'est pas une salle, c'est pas un plateau de théâtre. Et cette proximité crée entre l'acteur, le lecteur,
le texte et le public quelque chose qui est, je ne sais pas comment nommer ça, mais qui est très étrange et qui me paraissait essentiel pour la réception de ce texte. Et en fait, ce rapport de proximité et d'intimité fait qu'aussi, après lecture, il y avait souvent un débat, je dirais un échange, autour de la question du travail, en tout cas autour de tout ce qu'on pouvait entendre dans ce texte et autour de ce que peut faire résonner cette parole singulière de Folke Friedel. Et en fait, pour finir, c'est aussi en faisant le feuilleton qu'on s'est rendu compte qu'on avait envie de ce rapport de proximité pour la version théâtrale. Voilà. D'où ce lieu qui rassemble, d'où ce lieu commun, avec cette lumière toujours allumée, pas de frontière entre cette parole, entre Konrad Jonsson et vous. J'ai une question en faisant quelques recherches sur donc le texte. Je suis arrivée sur une page internet sur laquelle j'ai vu des dessins, qui je crois sont de vous. Non, ils ne sont pas de vous. Pas du tout. C'est parce que ces dessins, je les ai trouvés extrêmement beaux et extrêmement intéressants parce qu'ils sont très noirs, ils sont très... Je ne sais pas si vous pouvez les montrer parce que voilà. Il est là, regardez. Ah bah oui, elle est là. C'est la dernière. Ah bah oui. C'est la dernière. Voilà. Ils ont été faits pour le feuilleton, je suppose. Il a été fait pour... non, ça a été fait pour le spectacle. Oui. En fait, on a travaillé avec un... Olivier Depray, qui est graveur sur bois. Et qu'on connaissait absolument pas, mais on avait envie de travailler avec un graveur sur bois. Voilà, la couverture du livre, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, c'est une gravure sur bois. Enfin voilà, il y a toute cette histoire-là qu'on a voulu poursuivre dans le visuel de l'affiche. Et donc en fait, avec Olivier Depray, qu'on ne connaissait absolument pas, on lui a envoyé le texte en lui faisant la proposition, voilà, est-ce que vous avez envie de concevoir une affiche ? Il était complètement libre d'imaginer ce qu'il voulait, il avait juste le texte, et je lui avais quand même envoyé une photo de Jean-Marc, voilà, Konrad Jonsson. Voilà. Et donc ça c'est le livre, mais ça c'est pas... Ça, c'est plein champ. Mais voilà. Et donc Olivier Depray a proposé a fait cette proposition d'affiche avec donc ces 7 journées. Oui, c'est cette case aussi. C'est cette case. On est quand même enfermé dans les et on retrouve l'histoire un peu microscopique en fait de toute cette semaine. Je peux poser une question à M. Martinet. Il me semble que cette œuvre tout à fait exceptionnelle, qui est vraiment, on a envie de dire, le sommet de la littérature prolétarienne, elle repose quand même sur un effort collectif qui est très important, qui est celui du mouvement littéraire prolétarien suédois, qui est quand même tout à fait spécial et différent du mouvement français. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots ? Alors, non, parce que je ne suis pas du tout spécialiste de littérature suédoise, mais je sais que vous avez raison. Le spécialiste, c'est Philippe Bouquet, qui est le traducteur aussi de Folke Friedel. Mais vous avez raison, parce que par exemple, il y a un autre très grand écrivain prolétarien suédois qui est Harry Martinson. Les orties meurent de leurs blessures aussi, qui a écrit une trilogie de type autobiographique. Et effectivement, tout ce mouvement prolétarien suédois,
particulier, a produit un nombre d'écrivains vraiment importants et qui ont marqué la littérature. Mais dans les mêmes années, vous allez par exemple avoir au Japon un livre, alors j'ai oublié le nom de l'auteur japonais, je ne me souviens plus, qui s'appelle Le Bateau-Usine, qui a été réédité par Alia il n'y a pas tellement longtemps. Il y a aussi cette présence-là dans quasiment tous les pays. En Angleterre aussi, hein, c'est quelque chose qu'on connaît mal. Moi, j'ai découvert cette littérature prolétarienne anglaise il y a peu de temps et qui n'est pas traduite. Voyez, et par exemple, Le Bateau-Usine a été réédité au Japon dans les années 2000 et ça a eu un succès dans la jeunesse absolument considérable parce qu'on y décrit justement cette exploitation qui est à la fois une exploitation du travail. En fait, ce sont des pêcheurs qui vont pêcher, alors je ne sais plus quel est le poisson pendant quelques mois, et donc dans des conditions absolument terribles où il y a à la fois l'exploitation du corps, parce qu'à un moment, le personnage le dit, c'est mon corps. Hein, je récupère mon corps, parce que c'est quand même ça, le prolétaire, c'est celui qui écrit avec son corps. Et c'est pour ça que Poulaille tient à ce que ce soit des prolétaires qui écrivent, parce qu'il faut faire l'expérience corporelle du travail. Voilà. Et oui, vous avez raison, mais je ne peux pas vous en dire de manière plus précise. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de l'établi Ah, ça c'est la grande question. Bon, ça fait partie de tout ce qu'on appelle la littérature de gens qui, bon, des Simone Veil, hein, sont des intellectuels, entre guillemets, et qui vont en usine, donc faire l'expérience de l'usine, et puis sortir un livre de témoignages. C'est un statut vraiment particulier, hein, comme disait Poulaille déjà dans les années 30, quand on sait qu'on va en sortir et qu'on peut en sortir, on ne le vit pas de la même manière. Voilà. Et ce que disait Poulaille aussi, c'est qu'il reconnaissait la qualité, mais il fonde l'écriture prolétarienne sur la notion d'authenticité, et pour lui, seul celui qui a vécu ça d'une manière ou d'une autre, hein, même par héritage, est capable de restituer avec authenticité ce qui a été vécu. Le reste risque d'être du côté de l'artifice, ce qu'il appelle le style. Voilà. Alors, il faut faire attention parce que Poulaille n'est pas du tout, comment dire, c'est quelqu'un d'extrêmement moderne. Et pour vous donner un exemple, pour lui, ceux qui vont aider à développer la littérature prolétarienne et à leur donner une véritable dimension, eh bien ça va être Blaise Cendrars, parce que c'est quelqu'un d'archi-moderne. Ça va être le cinéma. Il écrit des pages absolument remarquables sur Charlie Chaplin. Voilà. Il écrit même un essai, hein, sur Charlie Chaplin. Et donc il y a une attention aux formes modernes de la représentation qui est essentielle. Et alors, ce que vous disiez sur le mouvement suédois, on le retrouve, je pense, aussi dans la forme du livre, hein, qui est pensé par rapport à aussi une organisation religieuse, une conception différente. Hein, voilà. Oui, je peux demander, c'est pas une fiction, alors, oui, alors, ou alors... Non, c'est une excellente question. Ah oui, parce que c'est le problème. Il le dit, mon nom c'est Konrad Jonsson. Alors on sait que c'est Folke Friedel. Mais quand vous prenez par exemple les livres de Poulaille, ce qu'on appelle la trilogie du pain, hein, les 3 premiers livres, c'est la trilogie des Magneux. Donc en fait, on sait très bien, tout le monde dit très rapidement, mais en fait... les Magneux, c'est Poulaille. Voilà. Non, parce que justement, il faut qu'il y ait la distance, entre guillemets, fictionnelle, pour être capable de reconstruire une image. L'autobiographie, ça risquerait d'abolir ou de réduire le texte au témoignage. Et c'est pour ça qu'on ne les lit plus, aussi. Donc bon, non seulement ils ne sont pas édités, mais aussi parce que finalement, ceux qui les lisent, c'est les historiens, en les lisant comme des documents. Or, ce n'est pas des documents. Voilà. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il y a un livre qui vient de sortir à la découverte l'année dernière, je crois, de Xavier Vignat. Et il montre, lui, il prend le pied, enfin, il fait le contraire, c'est-à-dire qu'il prend les textes syndicaux comme des morceaux de littérature. Et il y a un livre de Martine Sonnet qui s'appelle Atelier 62, à l'intérieur duquel elle met des morceaux in extenso, hein, de journaux, de tracts syndicaux, en disant c'est des œuvres littéraires. Engagés, mais des œuvres littéraires. Oui, alors j'ai en tête
moi je l'ai écouté, hein, c'est de Florence Aubenas, Quai de Ouistreham. Et alors, bon, là ce n'est pas du tout une fiction dans la mesure où c'est son vécu, c'est 6 mois d'expérience, comme vous disiez, Simone Weil, qui... Oui, voilà. Mais ça se... Il y a beaucoup de ressemblances, et là on sait que ce n'est pas une fiction, il n'y a pas de distance fictionnelle dessus. Alors là, c'est véritablement le récit de témoignage. Mais toujours pareil, avec ce statut particulier, au fond, je suis une journaliste, je m'immerge, et après, je repars faire un livre. Voilà. Même avec les meilleures intentions du monde. Bien sûr. Ce qui est en jeu n'est pas la même chose. Même si c'est essentiel. Elle le dit très bien. Elle le dit très bien. Il y a une question. Pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport au livre de M. Vignat, Plus fort, s'il vous plaît. pour rebondir par rapport à ce que vous disiez par rapport à l'utilisation, à la lecture des textes syndicaux comme une pièce littéraire, c'est quand même quelque chose qu'on voit aussi des Pouget ou Pelloutier. Pouget dans le sabotage, c'est un texte très littéraire, très ironique, il y a quand même un gros travail sur la forme par exemple. Oui, mais même les témoignages aussi de Courrouge par exemple, dans les revues de sciences sociales aussi, on a cet élément-là, oui. Mais je pense que nous sommes à une période où il me semble que ça devient audible. Même si les formes du travail ont changé, voilà, on ne parle plus tout à fait du même travail ou du même rapport au travail. Il y a, je ne sais plus où je lisais, au fond, autrefois, il y avait l'homo faber, c'est-à-dire celui qui fabriquait, l'artisan. Il y avait une dignité du geste. Voilà. Après, il y a eu l'homme du labeur. Et là, il y a une forme de perte de soi. Et maintenant, c'est ce qu'écrit Nicole Calgaris, le travail est devenu notre hantise. C'est-à-dire que nous avons même peur de ne pas avoir le travail. Voilà. Donc c'est ça. Voilà. Et donc je pense qu'il y a aujourd'hui, avec un travail d'explication, hein, la place pour ça. Voilà. Et d'ailleurs la programmation le montre. Hein. On pourrait faire le lien avec le travail du comédien. Voilà, aussi. Donc moi, ce qui m'a tout de suite frappé, c'est que le travail est considéré comme une aliénation. C'est-à-dire qu'effectivement, il est dans le travail à la chaîne. Hein, et moi, je viens d'une famille de prolétaires, et il y avait des mineurs. Donc, moi j'ai le souvenir qu'ils étaient fiers d'être mineurs. Et mon père était imprimeur. Et il était fier d'être imprimeur. C'est-à-dire qu'il me semblait qu'il y avait dans le milieu prolétarien des gens qui ne vivaient pas du tout leur métier comme une aliénation. Ce qu'ils vivaient comme une aliénation, c'était peut-être le rapport à leur salaire, le rapport au patron, le rapport... bon voilà. Mais leur travail en lui-même, il en était fier. Oui, alors, quand on parle ici, on parle d'un certain type de texte qui dénonce la condition, effectivement, mais vous avez un texte absolument merveilleux de Georges Navel qui s'appelle « Travaux », qui lui montre justement que même dans le geste ouvrier, il peut l'habiter, le geste ouvrier. Il y est dedans. Donc il y conquiert une forme de dignité. C'est à partir du moment où, comme vous dites, il n'y a pas de reconnaissance, à partir du moment où il y a un mépris, à partir du moment où on ne reconnaît plus la qualité de ce geste, qu'il y a une éviction et qu'il y a le sentiment d'être trahi. Alors là, les mineurs, en plus, il y a toute une littérature. Alors, il y a évidemment le centre minier de Leeuwarden, il y a un fonds, le conservateur de la bibliothèque municipale de Douai constitue un fonds avec la littérature minière. Il y a là, évidemment, tout un tas de ressources à étudier sur lesquelles travailler, parce qu'il y a de très beaux textes littéraires, il y a des revues, il y a un travail aussi de gravure, etc. Voilà. Et là, mais c'est parce qu'on faisait partie d'un corps. Voilà. Et en même temps que je dis ça, je vais parler d'un auteur, alors lui qui est encore plus oublié, qui est Constant Malva, qui avait été réédité par Michel Ragon, il y a bien 30 ans. Et lui, un de ses titres, donc c'est un mineur, et un de ses titres, c'était « Un ouvrier qui s'ennuie ».
Et c'était scandaleux. C'était scandaleux comme Conrad Johnson. Et le début de Un mineur qui s'ennuie, c'est aujourd'hui, je me promène à vélo. Et pendant 3 pages, il raconte le vélo. Mais ce qu'il décrit après, c'est quand même le fait que je travaille aujourd'hui, je suis payé, demain je suis malade, je ne suis pas payé, j'ai un mariage à faire, je ne peux pas payer le costume, donc c'est Poulaille qui va lui envoyer l'argent pour acheter son costume, etc. Donc il y avait quand même aussi ça. Voilà. Donc il ne s'agit pas, justement, ne pas réduire à une image monolithique. Voilà. Et en même temps, ne pas les couper de leur classe. Ne pas trahir. C'est comment on reste fidèle. C'est pour continuer l'échange ici. Il me semble que dans la pièce, c'est très clair. À un certain moment, il dit bien, ce n'est pas le travail. Eh bien, c'est effectivement les conditions dans lesquelles, effectivement, il travaille. Donc, ce n'est pas... il ne met pas en question le travail en soi. Je ne suis pas d'accord. Non, moi, je reviens un petit peu sur la mine, pour y avoir un petit peu été. Ce qui m'a toujours frappé, c'est qu'il y a cette fierté de mineur. Mais il y a aussi la volonté absolue que les enfants n'y aillent pas à la mine. Et je crois qu'il y a quand même toute cette ambiguïté qui fait qu'il y a la fierté du geste, il y a la fierté de la réalisation, mais il y a aussi ce rejet d'un contexte de rapport de travail qui est complètement hiérarchique, complètement militaire. Et plus le danger, le danger vécu en collectivité aussi, quand il y a des effondrements, quand il y a ces choses-là. Quand il décrit les chevaux au fond de la ligne, qui finalement on attend qu'ils meurent, d'une certaine manière, c'est absolument terrible. Même s'il y a une forme de fierté, il y a quand même... La mort est toujours là. Voilà. Quand il décrit, il est bouveleur, quand il décrit la manière dont il creuse, dont il avance dans les boyaux, c'est peut-être la fierté qu'ils étaient tenir aussi, autrement ils n'ont pas, c'est fou. Oui. On n'a plus l'imaginaire, il n'y a plus rien. Oui, oui. Alors ça, c'est effectivement très important. Parce que c'est même le sort qu'on nous réserve tous les jours, quelque part, à laquelle il n'a pas fait le milieu de travail. Oui, oui. Maintenir l'imaginaire. Voilà, s'il n'y a pas cette vue-là, c'est ça. Il n'y a plus rien. C'est ça. C'est ça. L'espèce d'humanité qui nous reste à c'est ça. Et dans l'ennui, c'est pas l'oubli, c'est la récupération de soi. C'est vraiment, c'est comme ça, voilà. Et c'est comme ça que vous le jouez. C'est l'essence même. Oui, c'est l'essence même. Ce qui m'a frappé à entendre le texte, alors merci pour cette performance, parce que vraiment, vous n'étiez pas là quand on l'a dit, c'était extrêmement émouvant. Et ça parle, ça remue des choses, parce que pour moi aussi, j'ai de la famille, enfin ça fait remonter une quantité d'images et de vécu. Donc je vous remercie pour cette représentation, cette performance. Donc je disais ce qui m'a frappé, parce que j'avais lu le texte avant, mais quand on l'entend, c'est autre chose. Et Madame disait qu'elle avait été frappée par l'aliénation. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'affirmation de la liberté. C'est-à-dire, moi, je décide que je ne marche plus dans la combine. Ça m'a frappé, ça m'a rappelé le discours de la servitude volontaire. À un moment donné, cessez de le soutenir, il tombera lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un appel de cet homme à refuser l'aliénation et à affirmer sa liberté, même si c'est peut-être un coup d'épée dans l'eau, si c'est peut-être peine perdue, même si c'est au prix, effectivement, de ce que doit supporter sa femme, parce qu'il y a aussi le côté la femme de l'ouvrier. Enfin, moi, je me souviens d'être allée il y a quelques années, pas très longtemps, en Lorraine, quand on a fermé les aciéries à Florange et à Yange, d'avoir rencontré donc effectivement des sidérurgistes et aussi des femmes qui me disaient mais on parle tout le temps des sidérurgistes, mais on oublie ce que c'est que d'être femme de sidérurgiste et de ce que nous on doit supporter, puisqu'on doit à la fois faire face à la perte du travail du mari, à la perte de repères du mari et à la perte, nous, de notre travail, puisque nous sommes enseignantes, infirmières, vendeuses, etc., et que notre travail derrière va s'écrouler. Et que c'est une dimension qu'on oublie un peu souvent. Et alors bon, elle n'est peut-être pas trop présente dans le texte, mais elle l'est quand même, et ça j'ai trouvé que c'était très très intéressant.
Et puis ça marche pas. Il ne le dit pas pour ses enfants. Non. Peut-être parce que c'est Ça déjà m'a manqué, ça. résolu, j'en sais rien, mais en tout cas, non, il n'en parle pas pour la génération d'après. Il n'en parle que pour lui, enfant, où son père voulait justement qu'il échappe à ça. Et ça, on l'a gardé, mais... Non, mais moi j'attends parce que... Et non. Ça, Non. Quand est-ce qu'il va Il dit non pour lui déjà. Déjà, il essaie de dire non. C'est vrai, c'est la servitude volontaire et puis l'homme qui dit non. Subversion, c'est une autre. Et en tout cas, ce qu'il voulait, c'est pas une semaine de repos, mais une semaine de création. Oui. Ah oui, c'est exactement ça. La 5e semaine avant. C'est la création de soi. Voilà. Je trouve que l'équilibrisme de l'acteur, du jeu de l'acteur, est une belle image de cette difficulté à passer d'une certaine liberté à une création éventuelle. Non, mais il a tout le monde sur le dos. Moi, je voulais revenir sur le syndicalisme. Il n'y a pas de commande. Il n'y a pas de commande pour la part d'un patron d'usine. Il n'y a pas non plus de commande d'un syndicat, éventuellement, d'un comité d'entreprise. Parce que Conrad, il a eu le syndicat sur le dos aussi. Parce qu'il les a bien embêtés. Alors tout ça pour dire, tout à l'heure, on parlait du mineur. Alors c'est vrai qu'il y avait l'esprit de corps, mais c'était peut-être un peu la seule défense qu'on pouvait avoir. On faisait partie, on était protégé par le groupe. Puis il fallait peut-être pas trop non plus dévier, parce qu'on était peut-être aussi rappelé à l'ordre. Dans chaque organisation, à mon avis, il y a une hiérarchie. Moi, je disais que ce que j'avais vu, entendu, là, en fin de compte, le disque dur, il est imprimé, et puis on y va, quoi. Et puis voilà. Donc on attend la commande éventuellement par un comité d'entreprise ou quelque chose comme ça. À suivre. J'ai pas compris, la commande de quoi? La commande de quoi? De votre spectacle. Ah oui. Par un comité d'entreprise? Ah non. Ça a l'air bien en question aussi. Ça va l'air bête. Tout à fait. Oui. Voilà. Oui. C'est trop subversif. Oui. Conrad, il a emmerdé le monde, là. Ah zut, alors, quoi? La dialectique syndicale, le machin... Et c'est quelque chose qui revient assez souvent dans les textes, que ce soit années 30 ou aujourd'hui. Par exemple, il y a un texte de Jean-Pierre Levasseur qui s'appelle Putain d'usine. Donc il était militant CGT à un moment donné. Et il montre comment, quand ça ne marche plus avec le syndicat, ça devient compliqué. C'est quelque chose qui est récurrent. Tout comme l'accident. Les accidents aussi. C'est aussi quelque chose d'archi récurrent. Et dans les textes d'aujourd'hui. Oui, et de fait, est-ce qu'on peut considérer qu'une bonne partie de ce qu'on appelle le roman noir contemporain appartient justement à cette littérature? Je pense à Manotti, je pense à des quantités d'auteurs qui justement investissent. Je suis en train de chercher celui qui avait écrit, qui était un ancien syndicaliste justement de la CGT, qui avait écrit La mort d'un satrape rouge. Ce qui lui a valu d'être viré définitivement de la CGT d'ailleurs. Il y a des gens qui sont des auteurs de romans policiers contemporains et qui reprennent cet héritage, il me semble. Oui. Le roman policier a repris en partie cette dimension sociale, parce qu'elle s'ancre dans un milieu, qu'elle essaie de le décrire objectivement, parce qu'il y a la dimension politique, etc. Oui. Et pas seulement en France, je pensais au Britannique David Peace, par exemple, qui est complètement dans... et qui justement lui aussi recolle des morceaux de journaux, de tracts dans ses romans, ce qui les rend d'ailleurs assez difficiles à dire. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ça reste, il faut le dire, c'est une littérature qui est exigeante. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que cette proposition vous fait réfléchir sur cette question du travail? Oui, parce que ça pose la question, est-ce qu'on va dans le sens de Conrad, une solution individuelle,
Est-ce qu'on propose une solution individuelle par rapport à l'élimination du travail, ou est-ce qu'au contraire, on s'inscrit dans une lutte collective? Et laquelle? Là, on ne sait pas. Là, on est tout à fait dans la tradition anarchiste, je veux dire, on propose quelque chose d'individuel. Et on voit bien l'opposition qu'il va avoir par rapport au syndicalisme. Alors, je veux dire, quelle est la solution qu'on propose? Et là, c'est vrai qu'on est perturbé. On se dit, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le plus payant, à court terme, à long terme. Mais dans le cas de Conrad, il me semble que c'est davantage une réaction qu'une solution. Oui. C'est-à-dire que, bon, il veut sa semaine de création parce qu'il ne veut pas continuer comme une machine, comme une bête. Mais effectivement, il ne résout rien ni pour lui-même, et encore moins pour les autres. C'est sauver sa peau en une semaine. C'est sauver sa peau en une semaine. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vécu tout ce spectacle comme la ligne de crête entre ce personnage qui veut être, au fond, les grandes frappes, les ouvelles, tout ça, et puis l'échec du dérisoire parce que il est condamné, y compris par ceux qui sont de son côté. Je ne sais pas. C'est lui qui est de leur côté. Quoi. Oui, par ses camarades, quoi. Et ça, moi, l'image mentale, c'est Kafka. Hein. Grégoire Samsa, par exemple. Lui, il est une sorte de Grégoire Samsa, simplement en disant « je pars en vacances tout seul en décidant tout seul ». Ça suffit. Ce qu'il en reste, et c'est de plus en plus actuel, c'est que le travail aujourd'hui est complètement dispersé. On n'a même plus le syndicat, on n'a même plus rien. On n'a plus le groupe. On n'a plus le groupe pour s'associer. Qu'est-ce qui reste? Le mépris. Le mépris de l'individu qui est qu'une pièce de travail et qu'on jette quand on n'en a plus besoin. Et donc maintenant, en effet, on recherche le travail, mais quel travail? Et il n'y a même plus ce cadre un petit peu rassurant ou qui permet de se tenir. Mais il reste que le mépris. Moi, c'est ce qui... Et on voit bien le mépris, enfin, il dit d'un bout à l'autre le mépris de l'homme en tant que... et même du corps, qui est qu'une pièce de travail, et puis qui n'a aucune personnalité, qui n'a rien d'humain. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est que ce qui reste. Moi, c'est ce qui me frappe le plus. Et on le voit bien. Alors, dans la pièce pulvérisée, où en fait vous avez des gens qui parlent tout seuls, au fond, ils ne se parlent pas. Pulvérisé, le titre. Oui, voilà, pulvérisé. Et puis il y a aux éditions Plein Champ l'année dernière, Edmond Thomas a publié Journal d'un intérimaire de Jean-Pierre Thibaudeau. Et alors là, c'est éloquent. Et c'est quelqu'un qui est intérimaire. Alors il montre effectivement que le lundi soir, vous ne savez pas si vous travaillez le mardi. Et il montre en fait comment il y a un délitement de l'ambiance à l'intérieur de l'usine. Et comment par exemple le relais, quand on fait les 3-8, comment le relais ne se fait plus. Et comment au fond le matériel est gâché, hein, il faut récupérer le travail derrière, donc on ne peut plus avoir le coût du travail bien fait, il n'y a plus le passage ni la transmission, etc. Même si ça a toujours existé, il ne s'agit pas d'idéaliser, mais il montre qu'il y a un délitement du travail, du groupe, hein, il n'y a plus de fierté, il n'y a plus de lieu de fierté. Voilà. Donc on devient des objets, on attache comme on peut les objets, et puis on galvanise, hein, puisqu'il travaille dans une usine de galvanoplastie. Oui, alors sur la question de quel est le but de Friedel quand il écrit ça? Est-ce que c'est il me semble que c'est qu'il écrit pour nous poser une question, pour nous renvoyer quelque chose qui nous oblige à réfléchir, enfin qui oblige le lecteur à réfléchir. Et je dirais à l'appui de ça, c'est que ce roman a été réécrit. En fait, il écrit 2 fois. Il l'écrit une première fois en 1947, enfin il le publie en 1947, et puis il le republie 5 ans après. Et à ce moment-là, il réécrit le roman avec un journaliste qui est aussi, enfin qui est un autodidacte et qui est également un syndicaliste. Ah, vous m'apprenez des choses. Oui, alors ça pour le trouver,
trouvé, je vais vous dire, en fait, j'ai cherché, on trouve la page Wikipédia, Folke Friedel, en français, il n'y a rien du tout. Et dans la petite colonne sur le côté, vous avez les autres langues. Alors, en général, moi, j'ai regardé en anglais, parce que seulement là, pas de chance, il n'y a pas de page en anglais. Et il y a une page en suédois, une en italien. Donc, je suis allée voir un petit peu. Alors, je vous dis tout de suite, je ne parle pas le suédois. Heureusement, il y a les outils de traduction. Et c'est là qu'on voit apparaître dans la bibliographie qu'il y a 2 éditions du livre, et donc cette réécriture avec le journaliste qui s'appelle Gunnar Bergman. Et donc il y a aussi sa page Wikipédia en suédois, etc. Ça prend du temps, hein, parce que quand on ne parle pas suédois, c'est pas très drôle, mais enfin on arrive à peu près à traduire. Et c'est là que j'ai extrait la citation que j'ai lue tout à l'heure, hein, où il dit « Il doit y avoir des voix qui parlent leur langue et traitent leur cause ». Bon, c'est une traduction approximative, je ne garantis pas qu'elle soit... Enfin, le sens, je pense, est là. Et il me semble que quand on réécrit, et qu'on réécrit avec quelqu'un qui est aussi un syndicaliste, un journaliste, etc., c'est qu'on veut vraiment porter le débat auprès des lecteurs. Chose vue à Amiens, c'est pour dire l'extraordinaire transformation du travail dans le sens d'une plus grande délégation, une plus grande misère. Si vous passez par la rue Henri Barbus, dans sa partie qui croise la rue de Beauvais, vous pourrez voir des jeunes gens, une vingtaine d'années, venus d'ailleurs, de très loin, on ne pourrait pas bien situer leur origine, qui attendent debout dans le froid, une grande partie de la journée, des commandes qui vont être données dans les 2-3 petits boutiques de nourriture à porter, enfin de traiteurs qui fait livrer, et bon, quelquefois ils prennent leur vélo et ils s'élancent et ils reviennent. Alors je ne sais pas comment ils sont payés, sans doute à la course, etc. Mais enfin, on ne peut pas ne pas penser à l'esclavage, quoi. Ouais, c'est Uber Eats. Je disais tout à l'heure, on a un vélo. Uber Eats. Petit témoignage, je n'ai pas vu la pièce parce que je suis arrivée trop tard, mais vous m'avez replongé dans mon enfance parce que mon grand-père était ouvrier dans la sidérurgie lorraine et mon père aussi. Et j'ai des souvenirs de ce travail qu'il faisait et de cette solidarité qui existait dans les usines, etc. Ce gros désespoir quand on entendait la sirène sonner, on ne savait pas si quelqu'un était tombé dans une cuve bouillante, etc. Donc tout le monde était à l'affût. Et puis je vivais aussi dans une cité où tout le monde se connaissait, on venait tous de... Enfin, moi, ma famille était italienne, il y avait des personnes qui étaient polonaises, qui étaient... Donc il y avait une solidarité absolument incroyable. Et j'y pensais plus vraiment. Et puis là, vous m'avez fait retrouver un petit peu cette enfance et qui n'était pas malheureuse. Qui n'était pas malheureuse parce qu'on vivait tous ensemble. Il y avait vraiment quelque chose d'assez important. J'ai pas ce souvenir de désespérance de la part de mon grand-père, de mon père, etc. Et je pense qu'il y avait quelque chose qui existait encore à cette époque-là. C'était dans les années 60, enfin 50, 60, 70. Voilà, non, je voulais simplement dire ça parce que... Alors, il y a un très beau livre de Jean-Paul Gou qui a écrit Mémoire de l'enclave. Et Mémoire de l'enclave, c'est un livre en fait qui se passe aux usines de Sochaux-Montbéliard. Et il récupère tous les témoignages, on va dire, depuis l'origine, hein, jusqu'à la fin du travail tel qu'on l'a connu dans les années 80, etc. Et alors, le texte se pose déjà comme un problème parce qu'il dit comment je fais moi pour rendre la parole à ces gens. Et donc, tout au long du livre, hein, qui est assez gros, il se pose la question de comment je fais pour l'écrire et qu'est-ce que c'est que je suis en train de faire. Et on voit effectivement les rapprochements qui permettent de restituer ces moments d'union,
Voilà, ces moments de joie, les moments où on va pas casser la machine parce que ça c'était un cas particulier, mais les moments où on faisait un croche-pied d'une certaine manière au chef qui venait nous embêter, etc. Et puis comment petit à petit ça se délite et ça se défait. Et c'est un livre vraiment très intéressant pour voir avec une conscience justement de la forme, comment est-ce que je fais pour restituer cette mémoire-là. Voilà. Je voulais ajouter, il y a quand même un espoir très très limité, et comme le dit Conrad, à un moment il dit « nous sommes pauvres, je suis pauvre ». Il ne s'agit pas de pauvreté matérielle, de manque de couronne dans sa poche, c'est une pauvreté culturelle. Je l'associais, l'interpréter comme pauvreté culturelle, et il le dit, il ne fait rien de sa journée, il veut se construire, mais il ne sait pas comment y aller. Et alors j'essaie de comparer avec l'entier, vous savez, dans Germinal, quand il part à la fin, on a l'impression d'une sorte d'un surgissement potentiel dans Germinal à la fin, et là, non, sauf que quand même il chante l'international, mais on est en 47, et je ne sais pas la portée de l'international à l'époque, je ne sais pas, c'est peut-être une vieille rengaine déjà. Donc, non, je ne sais pas. Ce que vous avez entendu tout à l'heure, c'est l'international en suédois. Oui. Voilà. Poulaille ne dit pas autre chose. Hein. Poulaille, il travaille la journée, dès qu'il est jeune, il travaille comme magasinier, enfin dans tous les petits boulots possibles, et le soir il lit, parce qu'il dit je ne vais pas leur laisser les mots et les livres. Donc il faut que je récupère ça. Voilà. Et donc il va... Alors ça va aller de collecter le folklore jusqu'à lire les livres les plus modernes. Alors après il va devenir éditeur. Il va rencontrer quelqu'un, il va travailler chez Grasset, etc. Mais l'idée c'est ça, c'est que ça ne leur appartient pas. Alors on parlait tout à l'heure de Constant Malva, le mineur, un ouvrier qui s'ennuie, au milieu du livre vous avez une référence et à Montaigne et à la Boétie. S'ils ne leur laissent pas, on ne leur laisse pas. Voilà. Et ça c'est important. Et ça, c'est dans les années 20-30, c'est très important parce que des gens, par exemple un fils de cordonnier comme Jean Guéhenno, mais qui finira dans les ministères, hein, mais qui fonde la revue Europe, retravaille à partir des textes dits de l'humanisme pour réintégrer, pour faire en sorte que le prolétariat devienne une image, le travailleur une image de l'humanité. Voilà. Donc je me reconnais, même si j'en suis pas, je dois me reconnaître dans cette image-là. C'est-à-dire que même si je ne suis pas un ouvrier, je dois me reconnaître dans Conrad Johnson. Et je peux me reconnaître dans Conrad Johnson. C'est vraiment un renversement capital. Capital. Voilà. C'est notre condition. Et bon, et puis après, on va avoir tout un tas de textes qui vont montrer ça. Mais c'est ça. Ma question est, est-ce qu'il y a un parallélisme avec d'autres formes artistiques que la littérature? Est-ce que la littérature a ce privilège d'être en même temps réflexive, ou bien est-ce que les gens qui font de la peinture, de la musique, etc., pratiquent en fait la même démarche? Oui, peinture, oui. Photographie, cinéma, documentaire, oui, vous allez en trouver. Musique, je ne peux pas vous dire parce que je suis nul et je n'y connais rien. On parle de peinture prolétarienne? On ne peut pas parler de peinture prolétarienne, enfin du moins, je ne l'ai jamais lu, mais de peintres qui font partie du mouvement prolétarien, oui. Oui. Et Edmond Thomas a publié un livre il n'y a pas tellement longtemps, justement sur Germain de la Touche, qui peignait Paris, etc. Madame. Ils ne sont pas constitués, si vous voulez, il n'y a pas revendication. Ça va être plutôt une revendication. S'il y a revendication, ça va plutôt être la revendication du parti. Hein, mais ils font partie, ils contribuent à ça. Et notamment avec, enfin surtout en cinéma et en photographie. C'est vraiment ce qu'on appelle le style documentaire, qui vient d'Allemagne aussi. Hein, le style documentaire qui apparaît en France, c'est vraiment, ça fournit de la matière au texte prolétarien, mais aussi à l'imaginaire et à l'image prolétarienne. Et au fond, un des premiers romans de Poulaille sous-titrait roman cinéma. Voilà. Il fallait
faire voir. En gros, le cinéma est un modèle parce que vous voyez, vous preniez en pleine tronche. D'où l'importance du théâtre, d'où l'importance du cinéma. Alors le théâtre, c'est plus compliqué. Voilà. Il y a eu des mouvements prolétariens, effectivement. Alors là, plutôt, dont le départ est la CGT. Hein, c'est la CGT qui a nourri une forme de théâtre prolétarien, dont le plus connu est Octobre. Voilà, hein, l'aboutissement est Octobre. Mais après, c'est quelque chose qui disparaît pour se fondre dans ce qu'on va appeler finalement le théâtre populaire, hein, avec Jean Vilar plus tard, etc. Moi, ma question pose sur l'ascension sociale. Finalement, c'est considéré comme une trahison puisqu'on va quitter sa classe. C'est le... Oui, c'est le problème. C'est le problème par définition. C'est-à-dire comment je fais pour quitter ma classe sans la trahir. Comment je fais? Alors, pour les écrivains, on ne trahit pas si on manifeste toujours son appartenance, et on ne trahit pas si finalement, quand on est écrivain ou cinéaste ou peintre, si on ne va pas se soumettre finalement au canon d'une esthétique entre guillemets bourgeoise ou voilà, faire de l'art pour l'art, etc. Il faut toujours, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant esthétiquement, mais c'est toujours en se disant qu'on fait partie d'une classe. On n'oublie pas d'où on vient, et ça doit transparaître dans ce que j'écris et dans ce que je fais et dans la manière dont je le fais. Voilà. C'est qu'il y a un décalage finalement, puisqu'on va appartenir à une classe bourgeoise, dans les faits, parce que par la profession, par le statut social, tout en refusant cette classe, en se réclamant de l'autre classe d'où l'on vient. Voilà, et ça donne des situations très difficiles. Alors, Madame, vous citiez Nizan, c'est exactement ça, c'est-à-dire Paul Nizan, normalien, hein, brillant, etc., écrit un livre, donc il va rejoindre le PC, mais il écrit un livre qui est Antoine Bloyer, qui est en fait la vie de son père. Son père qui était voilà, prolétarien, repéré à l'école, on lui fait faire les arts et métiers, attention, pas des lettres, mais les arts et métiers. Et les arts et métiers, c'est pas Centrale ou Polytechnique, hein. C'est-à-dire c'est l'ingénieur technicien. Mais il franchit de classe, et lui réécrit la vie de son père, pour finalement le racheter de cette trahison. Pour lui dire, tu t'es trompé, mais moi je te rachète. Et moi je te rachète finalement en militant. Et donc en trahissant ma classe d'arrivée. Et c'est ça qui rend aussi nombre de ces textes magnifiques. C'est que c'est des textes du déchirement. Et monsieur parlait de crête, alors là ils sont sur la crête. Voilà. Ce qui fait que c'est aussi une des raisons de la disparition du mouvement prolétarien, de sa transformation, c'est que certains étaient arrivés comme ça, ont eu une reconnaissance littéraire et puis sont passés de l'autre côté. Et même plus généralement, qui se réclame aujourd'hui, je veux dire, de la condition ouvrière ou la condition prolétarienne. Oui. On a fait en sorte quand même, voilà, la société a fait en sorte que tout le monde se dise non, non, moi je suis employé, non, non, moi je suis... Oui, je veux dire, on va mettre jusqu'à des termes pour les caissières, etc. Enfin, je veux dire, je ne sais plus, c'est hôtesse de caisse ou technicienne sur surface, etc. Plus personne ne dit je suis de la condition ouvrière, surtout pas. Et donc, je me souviens d'une émission avec Mordia qui disait ça justement, qui disait on n'arrive pas à produire des films sur le monde ouvrier parce qu'on n'a pas les financements, parce que finalement on nous dit ça n'intéresse personne, personne ne s'en réclame. C'est aussi ça le problème, c'est réussir à refaire en sorte que tous ces gens qui sont exploités, quel que soit le milieu, que ce soit dans le commerce, dans l'hôtellerie, dans tous les boulots finalement, même la petite secrétaire qui se fait incendier tous les jours, je veux dire, par son patron, se reconnaissent d'une classe, de la même classe. C'est ça. Là, on a un gros boulot à travailler là-dessus, hein, parce que je veux dire, c'est... Et c'est un travail justement de représentation, d'image, de nomination. Voilà. Voilà ce que c'est. Il y a un écrivain qui s'appelle Thierry Bestingel qui écrit sur ça, justement, sur les centraux. Il a écrit par exemple Le Retour au mot sauvage. C'était quelqu'un qui était électricien, voilà, et puis qui faisait des câblages, qui aimait son travail, et qu'on place dans un central téléphonique. Et donc là, vous avez la description de la manière dont ça fonctionne le central téléphonique, où finalement la relation humaine est conditionnée au temps, au déroulement, etc. Et lui, il fait un truc,
c'est qu'il y a quelqu'un qui l'appelle et qui lui dit ben, j'ai besoin d'internet mais je ne peux pas le payer et j'arrive pas à le régler, mais j'arrive pas. Donc ça commence par j'arrive pas à le régler, ça marche pas. Il lui dit bon ben j'y vais. Et là la machine se dérègle. Bon après ça se règle, hein. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que lui il passe dans le milieu du cadre, mais en étant cadre, dans la représentation, il montre qu'il est Conrad. Et que donc sa semaine de vacances, c'est d'aller parler vraiment à quelqu'un. Comment appréciez-vous la place de l'étude de cette littérature prolétarienne dans les études littéraires en France? Et au cas, le cas échéant, comment l'expliquez-vous? Oh là là, c'est compliqué ça. Bon, c'est très compliqué parce que c'est quelque chose qui a été occulté, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas étudié. Voilà. C'est quelque chose qui commence à être étudié, mais de manière marginalisée. Alors pourquoi ça? Sans doute parce qu'il y a eu une espèce de dogme sur la recherche purement formelle et théorique dans les études littéraires, on va dire. Et puis, bon, peut-être que maintenant il y a un changement de génération et que quand on parle du travail, il faudrait savoir finalement ce qu'est vraiment le travail. Voilà. Peut-être que ça n'a pas tout à fait sa place encore à l'université, voilà, ou dans les études de lettres. Et vous êtes venu à ça comment? Alors moi j'ai commencé à travailler sur la dignité humaine, voilà, et puis parce que moi je suis fils de paysan, voilà, et que j'ai toujours continué à lire ça, j'avais besoin de connaître un certain nombre de choses, de comprendre un certain nombre de choses, et après je suis revenu à ce qui était finalement ce que j'aimais. Voilà. Et puis surtout, si quand même il faut que je dise quelque chose, c'est que j'ai eu l'impression qu'on m'avait menti. C'est-à-dire que on m'avait dit que c'était que des témoignages, que ça n'avait pas de valeur. Et puis un jour, je me suis dit, je vais les lire comme les grands. Eh bien ça résiste. Et ça marche. C'est-à-dire qu'ils ont aussi cette force et cette valeur. Voilà. Pas tout, évidemment, il ne s'agit pas d'idéaliser, hein, comme on dit. Mais voilà, il y a quelque chose. Je veux dire, à l'époque de Conrad, on avait encore, d'une certaine manière, une classe ouvrière, un prolétariat avec, d'une certaine manière, une culture ouvrière. Et aujourd'hui, on a plutôt un morcellement, voire un émiettement, voire une fragmentation de ça. Et du coup, bah, effectivement, pour répondre un petit peu à ce qui avait été dit par rapport au fait qu'il y a les employés d'un côté, etc. Bref, il n'y a plus d'unité et surtout, il n'y a plus, comment dirais-je, la connaissance, entre guillemets, de son travail. Dans le sens où, avant, eh bien, toutes ces tâches, elles se retrouvaient dans le corps. Elles se retrouvaient dans l'âme des personnes. Et ça se retrouvait effectivement dans leur littérature également. Oui. Puisque également, dans ce qu'on voit là, avec beaucoup d'émotion, ce que monsieur retranscrivait lors de la pièce, eh bien, il y avait toute cette gestion du corps qui est abîmée par le travail, dans lequel il y a une écriture qui existe déjà par ses parents, par ses grands-parents, etc., qui ont connu cette situation ouvrière. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un problème d'identification et de culture de ce qu'est son travail et de ce que c'est que sa condition d'ouvrier. Oui, Jean-Pierre Thibaudeau, dans son livre « Le journal d'un intérimaire », montre exactement ça. C'est-à-dire, vous arrivez dans un endroit supposé, où vous êtes supposé ne pas maîtriser un savoir-faire, hein, l'usine de galvanoplastie, mais en réalité, il y a toute une technique, il y a une manière, etc. Et donc on vous jette les gens là, débrouillez-vous, qui font ce qu'ils peuvent dans des conditions terribles, et donc il n'y a pas d'apprentissage, ni de transmission, etc. Et donc, comment vous voulez vous retrouver là-dedans? Juste pour dire aussi, pour finir, en fait, n'hésitez pas à venir feuilleter les livres voilà, de chez Plein Champ,
Il y a la semaine de péché, mais il y en a d'autres aussi. Et il y a les écrits sur la littérature prolétarienne. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Et n'hésitez pas à regarder sur le site parce que vous allez voir, bon, il y a toute une collection 19e, etc. Mais il y a toute la collection Voix d'en bas où vous allez retrouver justement, il y a encore des textes de Malva qui sont disponibles. Le site, vous tapez plein champ et vous aurez, vous tomberez sur le site. Bon, justement, il faudrait que je prenne. Et, demain, vous pouvez en représentation aussi. Après, vous tournez encore ou pas? Oui, on tourne encore, oui. On tourne encore. Alors nous, on vient de Lorraine en fait. Hein. On tourne encore pour une 3e saison l'an passé. Sur le même thème, il va y avoir l'établi dans 15 jours à la maison Jacques Tati. Pardon. Oui. D'accord. Merci à vous. Hein.